Bonsoir à tous et merci de nous retrouver en direct pour cette autre édition spéciale sur les antennes de la télévision panafricaine. Comment ramener les migrants de Libye dans leurs familles respectives? Interrogation principale de cette édition spéciale. Rappelez qu'ils sont encore 700 000 selon l'Union africaine à rester dans le pays. L'Union africaine d'ailleurs qui a promis de rapatrier 15 000 avant la fin de ce mois de décembre. 15 000 personnes qui pourraient donc se retrouver dans leur foyer avant les fêtes de Noël, même selon des déclarations de l'Union africaine. Et rappelez que la société civile panafricaine également s'organise pour le retour de ces migrants à la maison. C'est le cas d'ailleurs de l'ONG Night of Peace, à savoir en français les chevaliers de la paix, qui se battent pour donner donc une chance à ces migrants d'obtenir un ticket de voyage ou alors d'embarquer dans un avion pour leur pays respectif. Mesdames et messieurs, merci donc de nous retrouver en direct, édition spéciale sur les chaînes de la télévision, sur la chaîne panafricaine. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver donc en direct. Et donc merci de retrouver cette autre édition spéciale sur les antennes d'Afrique Média. Comment ramener les migrants de Libye dans leurs pays respectifs? Ce sera la principale interrogation pour cette édition spéciale. Rappelez qu'ils sont encore 700 000 à être bloqués en Libye. 1 million selon d'autres sources que nous avons contactées sur place à Tripoli. Depuis le début de cette grave crise, il n'y a que 14 000 d'entre eux qui ont pu retrouver leur pays respectif. D'ailleurs, sur ce plateau, nous allons recevoir un certain nombre de jeunes qui nous viennent directement de l'enfer libyen et recevoir également les membres de l'ONG Night of Peace, à savoir les Chevaliers de la Paix, qui vont ici nous présenter leur programme qui vise à rapatrier donc des migrants du continent de Libye. Il s'agit du programme Les Ailes de l'Espoir qui sera présenté sur ce plateau et bien entendu, nous tenterons également de comprendre ce qu'il faudrait en général donc faire pour que ces personnes, même une fois rentrées dans leur pays, puissent y rester définitivement. Et pour cela, je vous propose de recevoir donc immédiatement le docteur Michel Fauguin-Aron, qui est le président de l'association Night of Peace, qui organise donc ces ailes de l'espoir. Docteur Fauguin, merci de nous retrouver en direct. Merci Guy Fondon. Et juste à côté de vous, Ludovic Biabido, qui est votre secrétaire à la communication au sein de l'organisation Night of Peace. Ludovic Biabido, merci de nous retrouver. Merci, M. Guy Fondon. Et Janvier Momo est également un consultant auprès de la télévision panafricaine. Il est là sur ce plateau ce soir. On espère également tout à l'heure avoir Bertrand Tatinda qui semble bloqué encore dans les embouteillages. Mais Janvier Momo, merci de nous retrouver en direct. Merci M. Guy Fondon. Merci à tous les panafricanistes. Merci au PDG de Afrique Média qui a pensé à cette initiative très salvatrice, qui est celle d'informer les Africains, qui est celle d'éveiller la conscience des Africains. Cette initiative qui nous conduit aujourd'hui à recevoir en direct sur Afrique Média les enfants qui sortent de l'enfer libyen. Merci une fois de plus, M. Guy Fondon. Merci à vous, Janvier Momo. Et rappelez que ces enfants sont déjà présents sur ce plateau de la télévision panafricaine. On va leur donner la parole tout au long de cette édition. Il y a également, on espère avoir également des dames qui ont vécu cet enfer libyen, qui vont également effectuer le déplacement de ce plateau. Rappelez que ces personnes sont arrivées dans leur pays par le concours, bien sûr, de l'Organisation internationale des migrants, de concert avec leurs États respectifs. Et nous allons donc recevoir quelques-uns sur ce plateau. Mais avant de commencer, Michel Fauguin, vous organisez donc les Ailes de l'Espoir, qui est un programme qui vise à ramener ces migrants dans leurs familles respectives. Vous êtes le président fondateur de l'ONG Night of Peace. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ce programme? Oui, M. Fondop, le programme Les Ailes de l'Espoir est une initiative prise par les Africains dans l'intention de prendre le taureau par les cornes et de ne pas continuer à compter exclusivement sur l'assistance externe, occidentale en particulier, pour résoudre des problèmes cruciaux auxquels l'Afrique fait face. Actuellement, comme vous le savez, nous avons un peu plus de 700 000 à 1 million d'Africains qui sont pris dans l'étau entre leur rêve de partir pour recommencer une vie ailleurs et un certain nombre de bandes armées qui les emprisonnent et qui vont jusqu'à la traite négrière. Et nous pensons que le problème est assez grave. C'est pourquoi nous avons décidé
de mettre tout en œuvre pour partir sur place, récupérer autant de jeunes qu'on puisse, afin qu'ils puissent avoir une chance de retourner à une vie meilleure dans les conditions qui leur permettront de poursuivre la vie de manière productive. Merci à vous. Et rappelez donc votre association, les Chevaliers de la Paix, The Night of Peace, tel que les uns et les autres l'ont suivi sur les antennes de la télévision panafricaine, existe déjà depuis un peu plus de 3 ans. Vous luttez contre la radicalisation pratiquement aux 4 coins du continent et même d'ailleurs au-delà, parce que vous avez donné énormément, une centaine de conférences déjà à travers la planète pour sensibiliser contre les facteurs de radicalisation. Vous vous êtes exprimé d'ailleurs récemment sur la question, sur la justice française et la poursuite du vice-président de la Guinée équatoriale, que vous avez estimé être un facteur également de radicalisation, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez décidé de mener un certain nombre de poursuites, de poursuivre un certain nombre de personnes dans le cadre de cette affaire. Oui, M. Fondop, de manière claire, il faut comprendre que ce qui nous a le plus choqué, c'est moins les poursuites que les conséquences de droit naturel qui devraient suivre les poursuites. Nous sommes d'opinion que les biens qui appartiennent à l'Afrique doivent être remis au peuple africain qui en ont le plus besoin, qui aujourd'hui se présentent comme les populations les plus pauvres du monde, bien qu'étant propriétaires de plus d'un tiers des ressources mondiales de la Terre. Donc, du coup, nous avons trouvé extrêmement injuste que, au terme de la procédure judiciaire engagée par la France, tout ce qui existe comme bien sur lesquels l'État français ait pu mettre main ait été saisi, et que les procédures actuellement en vigueur visent au reversement de ces biens appartenant à l'Afrique dans le Trésor public français. C'est pourquoi nous avons envisagé de porter plainte concomitamment aux personnes qui se sont rendues coupables de recel des biens, particulièrement des valeurs supposées volées en Afrique, avec pour intention que les individus qui seraient pris dans cette procédure soient poursuivis selon les règles de droit applicables, les biens restitués aux populations qui en ont le plus besoin. Et il faut remarquer que ces biens-là ne font pas strictement partie de la procédure qui était engagée auparavant. Rigoureusement, les montants d'argent impliqués qui ont fait l'objet de condamnation par les tribunaux français ont été reversés à des individus en France et à des sociétés et à des intermédiaires pour l'acquisition d'immeubles, de biens meubles et immeubles. Et par ce mécanisme-là, ces individus et ces entreprises se sont rendus coupables de recel de cet argent. Donc, si d'une part la justice française statue et décide que l'argent a bel et bien été volé à un peuple, je pense qu'il est juste que les personnes qui ont accompagné en complicité et en recel soient poursuivies par la loi, condamnées, et que les valeurs soient restituées au peuple qui le possède. Et rappelez donc que vous engagez, vous êtes en train de travailler là-dessus, vous allez engager donc des poursuites contre ces personnes si jamais la justice française considère que des biens ont été détournés. Il faudrait que les resellers également paient. Mais on va rester bien concentré dans ce qui nous concerne le plus ce soir, à savoir le rapatriement de ces Africains de Libye. Vous êtes engagé donc avec votre association à faire en sorte que ces personnes rentrent. Comment est-ce que cela va se passer? Parce que quelqu'un me disait avant le début de cette émission que vous pourriez également offrir des billets d'avion directement à partir de votre site internet à ceux qui voudraient dans l'urgence retourner dans leur pays. Comment est-ce que vous comptez organiser ce retour des migrants du continent? Bien, effectivement, les opérations de rapatriement sont faites autour de vols qui sont organisés. Avec la faveur de certaines compagnies aériennes, nous avons des tarifs spéciaux qui nous sont pratiqués pour assister à ce problème-là. Donc, les vols sont faits en charter. Nous n'avons pas de possibilité parce qu'en réalité, vendre les billets d'avion supposerait que des vols réguliers s'opèrent entre Tripoli et ses capitales. Pourtant, ce n'est plus le cas actuellement et les quelques vols qui sont planifiés ont été totalement pris par l'Organisation mondiale pour les migrants. Pour les migrants. Donc, nous sommes dans l'obligeance de faire des charters particuliers. On ne peut donc pas vendre des billets d'avion, mais on peut identifier des personnes qui veulent revenir, s'organiser pour qu'ils soient là,
qu'ils rentrent dans le vol et qu'on les dépose dans les aéroports qui les concernent le plus. Et rappelez que pour cela, vous avez bien sûr besoin du concours des États qui doivent faire en sorte que les personnes soient déjà identifiées et qu'ils aient des documents de voyage. Rappelez que rappelez que ces migrants n'ont très souvent pas de documents de voyage, ce qui rend la tâche un peu compliquée. Les États qui doivent coopérer pour que les documents soient disponibles et donner également des autorisations de survol de territoire ou encore d'atterrissage. Mais vous avez également besoin de la société des contributions des Africains. Oui, en réalité, nous appelons au bon sens des Africains. Nous appelons à leur bon sens parce que nous pensons qu'il est plus temps que jamais que les Africains apprennent à prendre sur eux la résolution des problèmes qui les concernent en chef. Nous avons besoin de la contribution de tous et de chacun, aussi minime soit-elle ou aussi grandiose soit-elle, en particulier celle des hommes d'État qui ont, n'est-ce pas, avec eux, le pouvoir de décider de résoudre ces problèmes de manière plus ou moins rentable pour leur État. Nous avons besoin que toutes les personnes sensibles à la cause africaine puissent être conscientes que ces enfants qui meurent, ces enfants qui souffrent, sont nos enfants, sont nos fils, sont nos sœurs, sont nos frères, sont nos mamans. Nous avons vu sur place des vieillards qui, pris au piège de leurs rêves, se sont lancés à l'aventure et se sont retrouvés emprisonnés. Nous trouvons qu'il est indécent pour nous de nous indigner à longueur de journée dans les médias, sur les rues, et de ne pas prendre la mesure réelle du problème qui sollicite notre contribution de tous et de chacun sur tous les continents où la peau noire existe. Tout le monde doit se mobiliser pour que ce problème trouve enfin une solution, sans qu'on nous donne le sentiment que nous sommes des mendiants devant l'Éternel. Ludovic Babino, rappelez que de nombreux Africains se sont indignés d'ailleurs sur les antennes de la télévision panafricaine quand ils ont appris que l'Union africaine avait réuni ses partenaires, ses bailleurs, ses partenaires en tout cas à Addis Abeba pour trouver de l'argent dans le sens de rapatrier donc ces migrants africains qui sont bloqués en Libye. De votre point de vue, est-ce que vous pouvez quelque part même déjà nous en dire un peu plus concernant ce programme que vous mettez sur pied ? Déjà, à la suite de ce que le président vient de dire, les efforts de l'Union africaine et des différents gouvernements sont louables. Ça, il faut le dire. Toutefois, nous estimons que mettre la main à la pâte individuellement et collectivement aiderait à rapatrier au plus vite et dans les plus brefs délais ces jeunes qui sont en souffrance dans ce pays-là. Aujourd'hui, nous sommes en présence de ces jeunes-là afin que le monde entier puisse toucher du doigt l'enfer qu'ils ont traversé dans ce pays. Nous ne sommes pas ici pour faire un nouveau débat parce que en fait les événements sont connus et su de tous. Nous sommes ici pour inviter, pour souhaiter la mobilisation de tous. Nous demandons, nous requérons de chacun un élan de générosité, aussi minime qu'il soit, pour que chacun d'entre nous puisse se mobiliser pour aller chercher ces jeunes-là. Lorsque vous écouterez les témoignages des jeunes qui sont ici présents, vous vous rendrez compte qu'ils ont traversé l'enfer. Certains d'entre eux sont très jeunes, il y en a qui ont 21 ans, qui sont partis en aventure il y a 2 ans, ils avaient 19 ans. Ils nous disent qu'ils ont rencontré sur le terrain encore des enfants qui avaient 6-7 ans. C'est inimaginable, c'est inconcevable. L'enfer que les filles ont vécu dans ce pays-là est indescriptible. Et donc, il est temps, de notre point de vue, il est temps que les Africains, comme disait le président tout à l'heure, les Africains se prennent en main, qu'ils osent aller affronter les problèmes qui sont les leurs et qu'ils participent par un élan de générosité à cette action qui est menée pour rapatrier nos enfants au plus vite. Janvier Momo, vous êtes également de la société civile. Quand vous entendez que cette société civile va s'organiser pour amener les enfants à la maison, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, mais cela m'inspire tout simplement la mansuétude de tous les États, la mansuétude de tous les gouvernements africains, la mansuétude de toutes les multinationales, qu'elles soient africaines ou occidentales, pour assister enfin ces enfants pour qu'ils rentrent sainement dans leur pays respectif et qu'ils aient l'occasion de s'insérer dans un circuit économique, qu'ils aient l'occasion de redevenir hommes parce que vous voyez, l'injustice pèse sur eux. Pourquoi? Parce que on a parlé du rapatriement, on n'a jamais parlé
de la punition, on n'a jamais parlé de la sanction de ceux qui les ont mis à mal, on n'a jamais parlé de façon claire l'ensemble des procédures qui devraient être engagées contre ceux qui, au XXIe siècle, se sont engagés dans une entreprise esclavagiste, au vu et au su du concert des nations, au vu et au su des institutions nationales et internationales qui ont pour but de sauvegarder la paix, la sécurité et la tranquillité des êtres humains. C'est pour dire qu'en réalité, l'initiative est louable. Il faut assister les États parce qu'il y a une première initiative qui a déjà été prise et elle est limitée à notre avis. Nous l'avons dit sur ce plateau d'Afrique Média à maintes reprises. Le nombre, le quantum de personnes qui doivent rentrer dans le cadre de ce que l'Union africaine et l'Union européenne ont décidé est minable par rapport à par rapport au nombre dont regorge au nombre d'esclaves, disons-le ainsi, au nombre d'esclaves qui sont encore dans des prisons libyennes. Donc, s'il faut en plus mettre un coup de main à cet effort, si des ONG sont prêtes, si la société civile est prête à assister les États, je pense que ce serait une initiative plus que louable pour enfin faire revivre nos enfants. Merci à vous, Janvier Momo. Vous êtes membre de la société civile. On va donc recevoir le premier de ces jeunes qui sont revenus de cet enfer libyen, Emmanuel Mateke. Vous êtes rentré, vous, le 21 novembre 2017. Vous êtes donc rentré avec le soutien du gouvernement camerounais et de l'Union et de l'Organisation internationale pour les migrants. Merci de nous retrouver sur ce plateau. Ok, merci, monsieur. Alors, que s'est-il passé en Libye? Qu'avez-vous vécu là-bas? Bon, en effet, j'étais en Libye, je suis passé par Algérie pour aller en Libye. Mais je suis arrivé en Libye, vraiment, c'était la merde pour moi. J'ai vu des choses inimaginables vraiment en Libye. Bon, en effet, je vivais en Algérie. Oui. La vie de l'Algérie, c'était un peu meilleure par rapport à la vie de Libye. Mais les Libyens, ce sont des hommes vraiment sensibles, ils n'ont pas de cœur. Ils nous ont traités, c'était plus que la traite négrière en Libye. On a vu les choses vraiment imaginables. Ils nous prenaient comme les moutons, plus que les animaux. Pour nous donner à manger, ils devaient vouloir qu'on appelle les chefs. Même comme le chef est présent, il vient, il nous donne un pain. Cet un pain qu'on donne, ça ne peut pas suffire plus de 100 personnes, plus de 1000 personnes. Oui. Et si tu es fort, tu vas manger. Si tu n'es pas fort, tu n'as pas à manger. Voilà donc comment fonctionner en Libye avec les autres personnes. Et rappelez que vous avez été kidnappé et vendu même pratiquement, à plusieurs reprises d'ailleurs. Et là c'est vrai, je suis arrivé, le premier jour que j'arrive en Libye, c'est le jour qu'on me prend. On m'a kidnappé en Libye. Bon, Dieu merci pour moi, je n'ai pas passé la nuit là-bas. J'ai appelé ma famille a pu décaisser une somme de 300 000 francs CFA. On les a versés à mon passeur. Donc ce passeur maintenant qui a repayé au nom de Libyens. Parce que sans les Noirs, les Arabes n'ont pas de l'argent. Il faut toujours une personne qui peut prendre de l'argent et les décaisser. Parce qu'ils n'ont pas un compte en Afrique, on peut les verser de l'argent direct. Donc c'est le Noir là qui travaille avec eux. Quand tu appelles le Noir, tu appelles la famille appelle le Noir. Le Noir fait on envoie l'argent soit au Mali, soit au Niger, soit au Tchad. À leur compte, eux maintenant ils décaissent les Libyens en direct. Et vous avez là une cicatrice sur votre bras. Vous avez été très chanceux parce qu'une balle vous a traversé le bras. Oui. J'ai été touché par la balle. Dieu merci pour moi. Je tiens encore le bras parce que je ne pouvais pas imaginer que le bras pouvait encore tenir. Alors, dans quelles circonstances avez-vous reçu cette balle? C'était juste comme ils sont arrivés. Ils ont demandé que bon, on doit se lever. Tout le monde doit sortir. Quand on s'est levé, il y a eu des frères qui faisaient un peu le disant que non, ils nous dérangeaient trop. Ils ont commencé à tirer en l'air. Par ma chance, la balle m'a pris à ce niveau. Ils m'ont rejeté, même m'ont pas soigné. Je suis retourné avec la force de ma famille, avec mon passeur. Dieu merci pour moi, on m'a encore renvoyé en Algérie. C'est en Algérie que je suis allé mettre un bas de fer et suivre le recrutement avant de retourner encore en Libye pour pouvoir traverser parce que c'était mon objectif à moi.
Et puis finalement, vous avez pu embarquer à bord de l'un de ces engins qu'ils utilisaient, de ces canoës qu'ils utilisaient pour la traversée. Mais malheureusement, vous l'avez dit avant cette émission, vous n'avez pas eu de chance. Votre canoë a commencé à prendre de l'eau avant même, 5 minutes seulement après le départ des côtes libyennes. Oui, là c'est vrai, quand nous embarqués, nous sommes arrivés au milieu de la mer. C'était pas vraiment ce qu'on était de causer là, c'était vraiment trop accidenté quoi. Comme nous sommes arrivés, notre canot s'est découlé au milieu de la mer. Bon, Dieu merci pour nous, les canaux que les Libyens font maintenant, ça a plusieurs encres d'air. Le premier a été explosé. Ça fait comme la Croix-Rouge venait vers nous, il n'y a plus moyen de nous sauver tous. Les premiers gens se sont noyés. Les secondes maintenant, les Asma Boy, qui s'appelaient les Asma Boy, donc les rebelles libyens quoi. Ouais. Ils sont venus nous secourir en nous disant que bon, ils vont nous mener dans une vie meilleure. Et pourtant, c'était la prison. Ils nous ont emmenés en prison. Cette prison a fait plus de 3 mois à 4 mois dans cette prison. On ne mangeait pas, on ne lavait pas, on ne se lavait pas. Et l'alimentation était vraiment très critique. Mais on faisait avec ça. En disant que le mot d'un aventurier, c'est que Dieu existe. Ouais. Dieu existe. Avec la force de Dieu, on nous a ramenés ici. Et rappelez que vous avez vu de nombreux de vos camarades, vous avez vu de nombreuses personnes mourir à cause de ces conditions de détention. Bon, là, on ne peut pas compter les frères qu'on a perdus dans ces chemins de la Libye. On ne peut pas compter des frères. Parce qu'au jour en vie, on perd les frères. C'était même arrivé à un niveau même qu'on ne pleurait même plus parce que les pleurs étaient vraiment, les larmes étaient à sec. On ne pouvait plus pleurer. Combien de personnes a perdu la vie à côté de toi, tu dis souvent que Dieu l'accorde à son paradis. Tu le prends, tu le mets à côté. La guerre, c'est pas devant. Et je le disais tout à l'heure, vous êtes retourné au Cameroun avec le concours du gouvernement camerounais et également de l'Organisation internationale pour les migrants. Pouvez-vous nous décrire un peu les circonstances de ce voyage? D'ailleurs, on va voir une image, là, avec le concours de la réalisation, votre arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Bon, en passant, je remercie le gouvernement camerounais de pouvoir faire un premier départ. Mais c'est pas le travail n'est pas encore fait. Mais on les remercie parce que nous sommes déjà au pays. Mais il y a encore des frères qu'on a laissés dire que nous pleurons encore beaucoup pour eux. Si le gouvernement camerounais pouvait encore continuer à se battre, que nos frères nous reviennent, c'est ça l'essentiel. Parce que la vie de la Libye, c'est vraiment une calvaire. Une vie très misérable. Si nos gouvernements pouvaient au moins ramener tous nos frères qui sont vraiment derrière, ça devait nous faire plaisir. On a beaucoup de frères qui sont derrière. Parce que vous qui parlez, vous ne connaissez pas ce qui se passe en Libye. Ce qui se passe en Libye, vraiment, on dit l'enfer, parce qu'on entend parler de l'enfer. Oui. Comme tu es présent, tu ne parles plus de l'enfer. Tu parles du feu. Comme nous tous connaissons que l'enfer, c'est le feu, c'est plus que cela. Mieux de tuer une personne, de tuer une personne en petit feu. Parce que là, tu meurs en petit feu. Tu meurs en souffrant. Sans manger, sans te laver, sans... Bon, en fait, si vous connaissez, je ne sais pas quoi dire. Sinon, la vie de la Libye, c'est vraiment pas une vie meilleure pour les aventuriers. Et donc, de nombreux morts. Certains parents, vous nous l'avez dit avant cette émission, certains parents attendent encore leurs enfants à la maison. Pourtant, ceux-ci ont été enterrés quelque part dans le désert. Oui, comme nous sommes arrivés à l'aéroport de Yaoundé, nous sommes logés à l'hôtel. Dans cet hôtel, on a vu des parents qui sont venus avec des photos pour demander les enfants comment est-ce qu'on a pu retrouver leurs enfants là-bas en Libye. Est-ce qu'ils sont là? Bon, on ne peut pas répondre à nos parents que bon, les enfants ne vivent plus parce que c'est vraiment criminel ça de leur répondre. On a fait de nos mieux que nous sont là, ils arrivent. Juste pour leur donner le moral de suivre. La vie de la Libye, avec nos frères qui sont là-bas, chaque jour, il y a chaque jour que Dieu a créé un monde en Libye. Bon, avec ça, on demande toujours au gouvernement camerounais qui puisse rappeler nos frères. Parce qu'au fur et à mesure, les choses s'empirent. Nous sommes aujourd'hui au Cameroun. On passe devant les médias. Comme les Libyens voient ces médias, ils ne sont pas contents. Ils disent qu'on les sabote. Et c'est la réalité qui se passe dans les pays. Ils vont maintenant multiplier les efforts pour assassiner nos frères. Parce que c'est nos frères, quand ils vont libérer nos frères dans la prison, ils vont revenir, ils vont m'en parler d'eux. Quand tu trouves un Libyen, tu dis que non, il est méchant, tu dis que non. Ils ne sont pas les Libyens, ils sont les Algériens.
Ce ne sont pas les Libyens, ce sont les Marocains, ce sont les étrangers. Qui fait ça donc? Ce sont les Libyens, c'est les pays. S'ils n'étaient pas au courant que les étrangers viennent nous massacrer dans les pays, ils ne devaient pas le faire. Mais comme ils sont ensemble, les choses avancent facilement. Et donc, rappelez qu'autour de vous, vous avez pu voir au moins 3000 Camerounais quand vous embarquiez qui sont toujours en situation, n'est-ce pas, d'attente pour retourner dans leur pays. Avez-vous un mot à dire là-dessus? Bon, tout ce que je peux dire de ça, c'est juste que bon, on continue toujours à prier Dieu pour eux et on demande toujours l'aide au gouvernement camerounais parce que c'est le gouvernement camerounais qui puisse les ramener ici. Parce que nos frères qui sont restés là-bas ne peuvent rien faire, ils sont enfermés. Oui. Ils sont enfermés. Même la nutrition, l'alimentation, l'hygiène, là, c'est la moindre des choses. Parce que la santé, maintenant, parlons même pas de ça là-bas en Libye. Non. Tu es malade, tu n'es pas malade, c'est pas le problème. Combien de fois tu n'as pas mangé? Attends le jour que la nourriture va venir, tu vas manger. S'ils sont contents aujourd'hui, ils ont une nourriture qu'ils appellent 5-5, 5-5. Ils vous amènent les bols, les calabasses, avec des macaronis sous forme mélangée avec d'eau. C'est la paille. En bagarre pour manger, on mange avec l'appétit. Parce que ce n'est que le seul repas qu'on peut manger pour pouvoir vivre. Il n'y a pas d'autre chose. Tu manges même ça avec l'appétit. Ou manger ou bagarrer même au-dessus même. Et cette nourriture, ça ne fait pas 30 secondes. Tu as la diarrhée après. Même là où on fait la diarrhée, c'est vraiment cannibale. C'est pas vraiment hygiénique. Très très sale. Des fois, tu peux même faire les selles. Tu t'arrives que bon, tu te rends compte que tu avais envie de faire les selles, tu pars, tu arrives, les selles ne sortent pas. Tu reviens. Principalement, moi, j'ai fait plus de 1 mois, 2 semaines sans faire les selles. Oui, plus de 1 mois, 2 semaines sans faire les selles. Ah bon? Oui. Plus d'1 mois et 2 semaines sans faire les selles. Le jour que j'ai fait les selles, c'était vraiment la fête pour moi. J'ai appelé tous mes amis qu'aujourd'hui, je suis allé à la Chine. Michel Aron. Vous écoutez comme moi ce témoignage poignant, consternant. C'est reçu d'une personne qui a vécu les atrocités de la Libye. Et j'aime à rappeler que sans avoir des talents d'écrivain, il décrit des choses qui sont extrêmement poignantes. Et quand on pense que 700 000 jeunes de son âge pourraient encore être pris au piège, c'est irresponsable de ne rien faire. C'est irresponsable de rester les bras croisés à accuser l'Union européenne. Comme l'a dit dernièrement le président ghanéen Akufo-Addo, compter sur l'Occident pour résoudre nos problèmes, ça n'a pas marché, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Nous devons avoir la hauteur de prendre la mesure réelle de la situation et décider d'agir, tous et chacun. Il est inadmissible qu'un témoignage aussi blessant ne mobilise pas la jeunesse entière pour trouver des tentatives de solution. Il est inadmissible qu'un continent entier fasse semblant d'être paralysé, alors qu'on peut mettre en force en mouvement les forces et les puissances pour résoudre ce problème. Voilà. Ludovic Biabino. Monsieur Guy Fondop, il y a un dicton qui dit « Le pire, ce n'est pas la méchanceté des hommes mauvais, mais c'est le silence des hommes bons. » Si cette terre de nos ancêtres regorge encore de nos jours des hommes capables d'écouter ce type de discours, d'en prendre la mesure véritable et d'agir, alors j'estimerais pour ma part que nous sommes bénis. Parce que c'est indescriptible. C'est 1 mois, 2 semaines sans aller au sel. Nous, on l'entend comme ça, il faut le vivre. Il faut le vivre, monsieur Guy Fondop. Un jeune de 24 ans qui reçoit une balle, qui se fait opérer, qui a actuellement un métal dans le bras.
Non, M. Guy Fondop, l'association Night of Peace essaie une chose très simple. Nous avons lancé le programme Les Ailes de l'Espoir. Nous souhaitons que chaque Africain, chaque Africaine se mobilise autour de cette opération, nous soutienne pour aller chercher ces enfants dans ces camps de concentration. Car ça, c'est pire que la Shoah. C'est pire que Auschwitz. C'est pire, M. Guy Fondop. Ça, il faut le dire. Nous en appelons à toute personne qui a une âme, à toute personne qui a un cœur, à toute personne qui peut être sensible, à regarder ses enfants dans les yeux, à se dire, ça aurait pu être mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, mon ami intime. Il est temps pour moi d'agir, quelle que soit la somme, la plus modique des sommes. Vous irez sur le site de Night of Peace et vous verrez les différentes modalités applicables pour accompagner ce mouvement et pour aller récupérer ces enfants-là. Merci à vous, Ludovic Biabino. Je rappelle que vous êtes le secrétaire à la communication de l'ONG The Night of Peace, à savoir les Chevaliers de la Paix. Emmanuel Mateke, merci à vous d'être passé sur le plateau de la télévision panafricaine. Avez-vous un dernier mot peut-être? Bon, tout ce que j'ai dit, le mot que je voulais parler pour ça encore, c'est de vraiment ramener nos frères. Et en principe, même nous qui sommes revenus au pays, on n'a pas vraiment de quoi faire parce que la vie vraiment nous est dépassée. Et il faut vraiment le soutien pour nous, en plus encore faire quelque chose. Sinon le moral vraiment est vraiment faible. On ne sait pas où commencer, on ne sait pas où terminer. Je suis dans une maison que c'est ma grande soeur qui s'en occupe de moi. Même quand je vais descendre, c'est elle qui me donne le transport. Même quand je vais monter, c'est elle qui me donne le transport. Je me lève le matin, c'est elle qui me tend encore la main de me lever. Je suis déjà assez grand pour prendre mes décisions à moi. On demande aussi s'il y a des bons volontaires, les bons gens qui peuvent faire un geste pour nous, pouvoir nous orienter. Parce que ça, c'est déjà une vie qu'on a déjà fait, c'est déjà une bêtise, bon oui. Mais on ne sortait pas pour revenir en échec. On sortait pour pouvoir avoir la vie meilleure. Car nous tous nous connaissons notre pays. Il y a du travail. Il est vrai que le gouvernement donne du travail pour les jeunes. Mais ce n'est pas tout le monde qui a gagné ce travail. Si on pouvait aussi nous orienter comment on doit faire, ça devait aussi nous plaire. Et nos projets qu'on a demandé de déposer, on les déposait. Certains le déposaient, mais il n'y a pas encore la suite pour ça. Si on pouvait prendre tout ça en charge, pouvoir nous donner quelque chose, qu'on puisse se battre avec en attendant pour prendre la forme, ça devait nous arranger. Oui. Merci à vous, Emmanuel Mateke. Janvier Momo. Merci, monsieur. Je pense que le témoignage de l'enfant m'a coupé vraiment le souffle. Lorsque vous entendez qu'un être humain fasse 30 jours sans déféquer, c'est-à-dire 30 jours sans pouvoir aller au sel, vous comprenez avec moi que l'estomac non seulement est vide, mais tout le système qui conduit à l'épuration de l'organisme est bloqué. Ces enfants, je pense qu'en réalité, on devrait les amener dans des centres hospitaliers pour que les hommes de l'art puissent intervenir, voir ce qu'il y a lieu de faire avant même leur resocialisation. Parce que l'enfer vécu n'a pas été seulement alimentaire. Ils ont été frappés psychologiquement. Beaucoup, l'enfant, il vient de vous dire que lui, quand on parle d'enfer, pour nous le parlons sur le plateau, mais eux, ils ont vécu l'enfer et que pour eux, c'était le feu. Donc, il n'a pas parlé du paradis, il n'a pas parlé de l'enfer, il a parlé du feu. Et que chaque jour, il perdait des amis des compagnons avec qui ils sont partis du Cameroun, de l'Afrique ou de n'importe quel pays d'Afrique. Alors, et que surtout, à l'aéroport, certains parents, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne savent pas que leurs enfants sont passés de vie à trépas
à la suite des tortures, à la suite des conditions difficiles de vie, à la suite des traumatismes psychologiques et même physiques, à la suite de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, très sincèrement, je pense que laisser la latitude à l'État d'intervenir, ça voudra dire que nous limitons la chance de vie à nos enfants. Il faut bien qu'on se mobilise pour voir ensemble et de concert ce qu'il y a lieu de faire sur le plan de la société civile pour aider ces enfants, non seulement à retourner au pays, il faut retourner au pays, mais il faut pouvoir faire quelque chose. Ils ne viennent pas ici pour clochardiser, pour remplir les rues et constituer un autre obstacle. Il faut bien qu'on leur trouve de quoi faire sur place. Et pour ne pas beaucoup me répéter, qu'on essaye, que qu'on s'organise pour essayer de faire un check sur la santé de ces enfants. Parce que non seulement nous les voulons vivants, mais en bonne santé, pour constituer cette force économique dont nous avons besoin et que le président Nana Akufo a vaillamment dit au président Macron. Merci, monsieur. Merci à vous, Janvier Momo. Nous allons recevoir à présent un autre Emmanuel. Rappelez que tout à l'heure, il y a eu une petite confusion. Tout à l'heure, c'était plutôt Méfiré Ahmed qui donc a passé plus de 6 mois dans cet enfer libyen et qui d'ailleurs été sur les routes de l'immigration depuis pratiquement 5 ans. On va à présent recevoir donc Emmanuel Mateke, qui lui est donc rentré également comme les autres le 21 novembre 2017 avec le concours, je le disais tout à l'heure, de l'Organisation internationale des migrants et également du gouvernement de la République du Cameroun. Pouvez-vous rappeler que vous également, vous avez raté plusieurs fois votre chance de rejoindre les côtes italiennes parce que votre canoë, malheureusement, n'avait pas pu aller très très loin des côtes libyennes. Je tiens d'abord à vous dire bonsoir et à remercier l'équipe Afrique Média de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui. Bon, pour rater ma chance, oui, je l'ai fait. J'ai été sur la mer. J'ai passé environ 12 heures de temps au milieu de la Méditerranée. Bon, c'était un soir comme les autres, bon, puisque en Libye, les Arabes n'ont pas un programme. Donc, eux, ils font comme ils le veulent et quand ils le veulent. Donc, ils nous ont pris un soir pour le bord de l'eau. Oui. 175 Africains, puisque nous sommes plusieurs nationalités. Oui. Nous sommes allés, nous nous ont chargés dans ce qu'on appelle un Odiac. Oui. Bon, mais avec aucune sécurité en fait. Puisque c'est juste des bâches qu'ils assemblent, ils mettent de la colle forte et de l'air. Donc ils nous surchargent, des fois même à l'intérieur. Quelque chose qui peut prendre 120, ils vont mettre 180 personnes. Oui. Ils vous mettent à l'eau. Après, alhamdoulilah, ils vous mettent entre les mains de Dieu. Si vous arrivez, vous êtes arrivé. Si vous êtes mort, ce n'est pas le problème. Ils ont fait leur business, qui est de vous lancer. C'est pas parce que vous êtes entre les mains que c'est une garantie que vous allez entrer en Europe. Non. Là, maintenant, ils vous font croire que ça dépend maintenant de Dieu. Par derrière, ils peuvent être en complicité avec leurs frères pour nous revendre à nouveau. Donc, ils peuvent s'associer quelques minutes après et avant le départ pour dire bon, on va les lancer à telle heure, ils vont faire tel nombre de temps dans l'eau pour aller les occuper à telle position. Donc, ça a été le cas pour nous. On nous a lancé vers les environs de 22h. 22h, on a traversé la frontière libyenne, on a traversé la Tunisie. Maintenant, en allant vers la ligne internationale, c'est là qu'ils sont venus nous coincer avec des chaloupes. Ils avaient des armes lourdes, fortement armées. Ils nous ont fait comprendre qu'on ne peut pas passer parce qu'on n'a pas payé le droit de l'eau. Bon, ça nous a paru surpris depuis quand il y a les droits sur l'eau. Ils nous ont fait comprendre que nous, les Noirs, on dépend d'eux, les Libyens. Tant qu'eux ne mangent pas, nous, on ne peut pas bouger. Que si on tente de résister, ils vont percer les zodiacs et nous allons tous mourir.
Donc ils ont pris possession de notre diable et nous ont fait rentrer en Libye en nous faisant croire que bon, une prochaine fois, ils vont nous relancer. Et là, ils vont nous escorter même pour la ligne internationale. Mais ce n'était pas le cas. Ils sont encore allés nous vendre à leurs frères. Puisque le noir en Libye, c'est une marchandise. Donc, je ne pensais pas le vivre un jour dans ma vie. Mais j'y ai vécu. Nous sommes plus que des animaux là-bas. On n'a aucune valeur. Ils savent que s'ils nous prennent juste, ils partent nous vendre. Ils ont leur argent. Donc c'est tout. Parfois, ils nous obligent aux travaux forcés sans salaire. Même la nourriture, ça dépend d'eux. S'ils veulent, ils te donnent. S'ils veulent, ils ne te donnent pas. Ils s'en foutent. Donc, nous sommes rentrés sur les côtes libyennes. Là, il y avait déjà un véhicule qui nous attendait, les frères, les rebelles. Ils nous ont embarqués en nous faisant croire que le lendemain, ils vont nous remettre sur la mer pour partir en Italie. Mais quand nous sommes arrivés dans leur campement, on s'est rendu compte que c'était autre chose qu'on allait vivre que le rêve européen. C'est là donc que l'enfer a commencé. Torture à répétition, manque de nutrition, même pour nous donner un bout de pain avec l'eau de mer salée. C'était tout un combat. Là, je ne peux pas dire que c'est la force humaine qui va te maintenir en vie. C'est seulement le bon Dieu qui a mis l'œil et sa main sur nous. Puisque j'ai vu plus fort que moi mourir. Oui. J'ai vu des femmes enceintes, maltraitées, violées, mourir pendant 2 semaines de souffrance, jour pour jour, manque de médicaments. Donc, cette histoire m'a beaucoup appris, m'a servi de leçon, mais ça a aussi laissé des séquelles. Oui. Puisque rentrer, c'est bien beau, mais sur le plan psychologique, c'est encore là. Oui. Puisque je me dis, maintenant je marche dans les rues de Douala, donc je suis à l'aise, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas que je vais me cacher à tout moment pour fuir des balles, bien une voiture des Arabes qui va garer pour me kidnapper. Je suis libre, quoi, mais c'est incroyable. Je n'arrive pas encore à me faire à l'idée que je suis chez moi. Personne ne peut me parler, j'ai le droit de parler à qui je veux, comme je veux. J'ai toujours la crainte qu'une voiture peut subir de nulle part pour me kidnapper. La torture recommence. Bon, pour dire comment ils effectuent, ces Arabes, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et eux, on ne traite pas directement avec eux, parce qu'on ne peut pas les verser l'argent à main propre. Non, ils passent maintenant par un noir pour nous atteindre. Oui. Ça dépend maintenant de sa nationalité, s'il est malien ou bien nigérien, peu importe. C'est de son pays que l'argent va transiter pour arriver dans les mains de l'arabe. Oui. Bon, comme on dit, on ne peut pas accuser l'homme arabe seulement, hein, parce que c'est la peau noire même qui tue la peau noire. Qui fait. En Oui. effet. Donc comment tu vois un Africain comme toi, parce que lui il est à l'abri des armes, il est à l'abri de la torture, il se permet de vous torturer, de vous tuer. Il va te dire que bon, lui il n'a pas le choix. Il sauve aussi sa peau et il se fait de l'argent, donc c'est devenu son business. Donc il nous passe des téléphones, d'appeler nos familles, nous faisant croire qu'on a 2 mois, que si la rançon n'est pas payée, ça dépend maintenant de lui. Puisque l'arabe l'a donné un prix, mais lui aussi peut donner sa part pour gagner aussi son argent. Puisque nous sommes du bétail, là maintenant, chacun veut gagner. Donc si l'arabe dit donne-moi 800 €, lui il peut venir dire donne-moi 2000 €. Donc tu ne peux pas savoir combien l'arabe lui demande. Bon, tu as 2 mois pour donner cet argent, sinon ils te mettent une balle dans la tête et puis c'est fini. Janvier Momo, une fois de plus, l'Africain a vendu l'Africain. C'est le grand paradoxe qu'au centre de cette grande machination se trouvent des peaux noires. Nous ne sommes pas racistes, mais tel que les enfants sont en train d'expliciter, il faudrait être clair que c'est une surprise désagréable
que nous trouvons nos frères qui sont les relais des méchants. Et ce n'est pas seulement au niveau de ces enfants. Ce n'est pas seulement au niveau de ces enfants. Même sur le plan de la haute sphère politique, vous voyez l'Occident ou l'étranger agit sur l'Africain noir en utilisant son frère noir. Et je pense que le but ultime de notre combat, c'est de briser cette chaîne. Monsieur Guy Fondop, quand je vous regarde, je me vois. Je pense que c'est dans ce sens que nous devons nous aimer et nous comprendre. Que vos douleurs sont les miennes. Que vos plaisirs sont les miens. Et l'Afrique a été bâtie sur ces très grands principes qui ont malheureusement été bafoués, qui ont malheureusement été guillotinés par ceux qui sont venus nous dire qu'ils étaient là pour nous apprendre la vie. On ne nous a pas appris la vie, on a détruit la vie. Sinon, comment comprendre que des enfants se retrouvent, ils partent de la forêt pour le désert. Et au désert, ils disent qu'ils lèvent les mains au ciel, il n'y a que Dieu. Celui qui vient avec le coup de semence, c'est son propre frère noir. Alors, vous comprenez la sphère dans laquelle sortent ces enfants. Moi, je vous dis, peut-être beaucoup ne s'imaginent pas. On regarde à la télé, on dit les migrants sont rentrés. Mais les enfants que vous êtes en train de voir, c'est des guerriers. C'est parce qu'ils sont sur un plateau de télévision. Mais je dis, c'est des guerriers. Et il faut même les contenir. Parce que ceux qui n'ont pas la capacité de se contenir, ils peuvent commettre des gaffes dans la rue. Nous, dans la ville, il y a des Arabes, il y a des frères arabes qui font des commerces, qui sont protégés. Donc, qu'est-ce que cela veut dire en clair? Qu'il faut les resocialiser. Il faut les assister. On ne doit pas les jeter en pâture. Je dis, ils constituent un danger. Écoutez cette boutade. Un vieux qui a parcouru 100 villages, un jeune qui a parcouru 100 villages et le gars d'un vieux qui a vécu 100 ans. Je pense que vous comprenez, on peut faire le rapprochement. Ces enfants que vous voyez, ne les regardez pas doux comme des agneaux. Ils ont vu ce que, docteur Feguien, ils ont vu ce que je pense qu'à votre âge, vous n'avez pas encore vu. Est-ce que vous avez encore déjà assisté? On met un pistolet dans la table et on fait sauter ton cerveau de l'autre côté. Alors, ce sont des événements qui transforment l'être humain, qui dénaturent l'être humain et lui donnent un autre caractère au niveau de la société. Là où il se trouve, je ne veux pas dire qu'il constitue un danger, mais il faut faire attention. Ces enfants, ne les regardez pas, c'est des guerriers. Et je sais de quoi je parle et je mesure mes mots. Alors, Emmanuel Mateke, vous vous êtes évadé une fois. Il y a eu des morts, à peu près 8 personnes, sous les balles de l'armée régulière libyenne qui vous gardait prisonnier. Pouvez-vous nous raconter cette scène, une fois de plus? Bon, tout part de notre kidnapping après notre tentative pour l'Italie. Bon, comment ça n'a pas réussi. Les rebelles libyens qui nous ont pris sur la mer, ils nous ont ramenés dans un camp. Là, d'où ils regardaient les Noirs pour attendre des rançons. Bon, j'ai fait là-bas 2 mois sur le coup des fouets et des machettes, des bruits des armes sans cesse. Bon, c'est là qu'un jour, moi et des amis, nous avons pris la décision parce que on demande une rançon, mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour les payer. Hein. Oui. Donc, on nous avait demandé 500 000 chacun. Bon, vu la condition de vie de ma famille, je ne pouvais pas me permettre de même appeler parce que c'était inutile. Donc, et plus faire de la peine à ma vieille maman, puisque derrière ça, je ne sais pas ce qui peut l'arriver. Elle peut avoir un malaise ou bien ça peut provoquer sa mort. J'ai décidé de subir cette douleur, cette torture, de le prendre sur moi. Donc un soir, on a planifié notre évasion, puisque les murs n'étaient pas si hauts que ça. Oui. Donc avec des parpaings, on a construit des échelles. On avait déjà la ronde des gardes libyens qui
qui nous surveillaient, on connaissait déjà leurs habitudes, comment on faisait leur surveillance. Donc, dans les environs de 3 heures du matin, Ouais. on savait que beaucoup, comme eux ne supportent pas le froid, ce sont des feignants, ils n'aiment pas le travail. Ils seront déjà en train de fumer leur drogue ou bien d'être endormis. Donc on a profité 15 personnes de ce petit moment de faiblesse de leur part pour s'évader. Mais à peine, quand nous étions en train d'escalader les murs, on nous a repérés. Et c'est là qu'un de ces Arabes, il a alerté leur frère. Que bon, il y a évasion, ils ont commencé à ouvrir le feu sur nous. C'est dans la fuite donc que 8 d'entre nous ont perdu la vie. Nous les chanceux, parce que je ne peux qu'appeler ça comme ça. Bien la volonté de Dieu a été que ce soir-là, c'était pas encore notre jour. On a pu s'enfuir au milieu du désert. Et chance pour nous, ils ne nous ont pas suivis parce que s'ils nous suivaient ce soir-là, même nous-mêmes, je ne devais pas être parmi vous aujourd'hui. Donc on a marché pendant 3 jours au désert, ni sans eau, sans nourriture, rien. Jusqu'à 3 jours au désert. Jusqu'à atteindre la ville. On a dû mendier pour reprendre un peu de force. Et là, on a eu part de nos frères noirs qu'il y a déjà un programme mis en place par les Nations Unies pour nous faire rentrer chez nous. C'est comme ça que nous sommes partis nous livrer entre les mains de la police. Et là, on nous a amenés à Tripoli, dans un camp de concentration pour nous déporter chez nous. Et là-bas, ce qui m'a encore fait plus mal, et excusez-moi de le dire, Oui. c'est que vraiment, affaire Cameroun à l'étranger, ce n'est pas rassurant. Oui. Puisque en un mois, nous avons tous vu le Mali, le Nigeria et la Guinée. Ils ont effectué 3 voyages. Un voyage d'abord au compte des Nations Unies, de l'Organisation internationale des migrants. Mais là, ils ont vu que c'était trop lent. Et avec les plaintes des premiers qui sont arrivés chez eux, ils ont mis la pression à leur gouvernement que ce n'est pas possible. On est en train de mourir à petit feu. Donc, aidez-nous. Vous-même, vous êtes des pères d'enfants. Imaginez votre fils à notre place. Ce n'est pas facile. Faites quelque chose pour nous. Et ils ont envoyé leur propre avion en Libye pour aller prendre leurs ressortissants. Pourtant, nous, on a mis 1 mois après notre enregistrement pour rentrer. 1 mois. Donc, je supplie le gouvernement camerounais et tous les bons, les puissants de ce pays et de ce continent, des hommes riches, de ceux qui ont la volonté vraiment de faire entrer leurs enfants, leurs frères, leurs maris, parce que je ne vois pas quel péché on a commis pour souffrir autant et d'être rejeté en plus. On a juste eu un rêve de jeunesse peut-être suicidaire, mais on n'a pas, ce n'est rien de tuant. Bon, Merci à vous, vraiment... Emmanuel. Avez-vous un dernier mot? Pardon? Avez-vous un dernier mot? Oui, vraiment. Je demande à tout le peuple africain, vraiment, unissons-nous, donnons-nous la main, parce que 1 million et 15 000, comme vous le dites tantôt, qui doivent être rapatriés, vraiment, c'est pas un chiffre encourageant, puisque par seconde, les gens meurent en Libye. Même le droit à un paracétamol, on n'a pas droit. Le manger, alors, c'est une toute autre histoire. Macaroni périmé, qui a déjà fait 3 jours en plus, qu'on mange pas. Jusqu'à présent, j'en ai toujours des séquelles. Moi, j'ai le mal de ventre terrible qui me dérange. Mais il faut du temps, hein, et j'espère que ça va s'améliorer. J'ai déjà fait des visites à l'hôpital, donc je vous en supplie, nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, des maris, peuple africain, vraiment, aidez-nous
et les organisations, les ONG à faire rentrer nos frères parce que ça ne va pas en Libye, vraiment ça ne va pas. On peut parler, mais seuls nous savons ce que nous avons vu. Merci à vous, Emmanuel. Docteur Michel Feguin, ils sont encore 700 000 sur place, entre 700 000 et 1 million, selon des chiffres d'ailleurs prononcés par l'Union africaine et d'autres organisations qui travaillent sur la question. Dans ces conditions, que faut-il? N'est-il pas temps résolument d'agir pour le changement? Effectivement qu'il est temps. Il est temps, je sais, et vous le savez aussi, que beaucoup de personnes dans nos sociétés ont la maladresse de penser que ces jeunes ont fait une faute de se lancer vers leur rêve. Et c'est une maladresse que de le penser. Parce que ces jeunes, c'est des jeunes. Ces jeunes, c'est des personnes qui ont le droit de rêver. Ces jeunes, comme des jeunes Italiens de l'époque, comme des jeunes Irlandais à l'époque, ont envisagé de chercher des solutions pour leur vie. Ces jeunes n'ont pas fait de crime à penser qu'ils pouvaient s'aventurer vers une solution européenne en passant par la Libye, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir faire une immigration dans les règles de l'art actuellement. Donc, moi je pense que l'obscurantisme, comme disait M. Momo de tout à l'heure, M. Momo nous rappelait que ce sont des guerriers. Ce sont des guerriers, c'est des personnes qui ont eu des expériences traumatisantes. Et les personnes qui ont été traumatisées doivent faire l'objet, même de retour chez eux, d'une prise en charge particulière pour éviter que ce traumatisme-là ne fasse d'eux des personnes associables. Nous avons actuellement 700 000 à 1 million de personnes. On ne peut pas continuer à rester silencieux. On ne peut pas continuer à se dire ils ont eu tort d'y aller. Nous devons allumer en nous cette petite bougie d'espoir. Nous devons partir vers eux. Nous devons leur donner la chance de redevenir les personnes qu'ils n'ont pas pu être. Nous ne pouvons pas rester silencieux devant un échantillon de personnes qui pleurent leur mort. Leurs amis et frères. Monsieur Mateke vous rappelait qu'une nuit d'évasion, 8 d'entre eux sont décédés. Ils sont 7 chanceux à avoir pu survivre. Et après tout ce périple, ils sont partis se rendre à la police. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est plus temps que jamais que tous se mobilisent pour le faire? Souvenez-vous que l'Afrique compte à peu près 1 milliard de personnes. L'Afrique compte à peu près 1 milliard de personnes. Si chacun des Africains pouvait mettre à contribution 1000 francs CFA pour assister ces jeunes, ce serait 1000 milliards de francs. Et tout calcul fait 1000 milliards de francs permet de les faire retourner tous à la maison en 2 semaines. Nous pouvons le faire. Nous devons le faire. Nous ne devons pas rester assis à nous dire non, voilà, c'est la faute des États qui l'ont fait, parce que tout à l'heure, M. Mateke a parlé, a livré son sentiment, mais il faut qu'on soit juste, qu'il faut qu'on soit honnête. Les États africains, dans leur structure, traversent des crises. Il n'est pas évident pour les États, avec les ressources seules des États, de financer ce type de projet. Vous le savez, nous le savons. Par contre, ensemble, on peut mutualiser nos ressources et résoudre ce problème-là. Si ce problème nous tient à cœur, il est temps que chacun de nous, chaque Africain qui considère que ses enfants sont les siens, que ces enfants sont nos frères, nos sœurs, que tout le monde se mobilise pour qu'on puisse ensemble trouver une solution et empêcher que notre race entière continue à être traitée comme du bétail. Merci à vous, Dr Feguin. On va aller très rapidement en recevant cette fois-ci Moukouri Ndoumbe qui également sort de cet enfer libyen. Vous avez également vécu tous ces traumatismes qui ont été présentés depuis tout à l'heure. Quel est le cliché le plus détestable qui vous reste en tête? Je tiens vraiment à vous remercier pour notre invitation sur ce plateau. Et puis je tiens à vous remercier aussi toute l'équipe d'Afrique Média.
Oui, vraiment, l'enfer en Libye n'est pas facile, comme vous avez compris. Mes frères ont parlé, tous nous sortons de la Libye, nous tous on se connaît parce que nous avons fait les mêmes prisons ensemble. La Libye, vraiment, c'est l'enfer. Mais vous savez, quand vous arrivez dans un pays où il n'y a pas de gouvernement, c'est pas facile. Et puis, nous, comme vous voyez comme ça, personne ne nous a vécu en Libye, c'est-à-dire personne ne nous allait vivre en Libye. Nous que étions tous, moi particulièrement, je vivais en Algérie. Bon, le but, c'était d'aller en Europe quand je sortais du pays. Bon, quand nous parlons de la Libye, nous laissons l'Algérie, le Maroc. Au fait, pour moi, tous ces Arabes ne sont pas bons. Tous ces Arabes ne sont pas bons. Si aujourd'hui on parle du cas de la Libye, c'est parce que la Libye n'a pas de gouvernement. S'il arrive ainsi aujourd'hui en Algérie, ça va se passer de la même façon. Au Maroc, c'est de la même façon. Moi, particulièrement en Algérie, quand je vais en Algérie, j'étais à l'aise. Mais mon rêve, c'était d'aller en Europe. C'est comme ça que je me lance. Je commence à chercher des réseaux. Je trouve un réseau où je m'en vais jusqu'à la frontière de l'Algérie et de Libye, Deb, là où j'ai pris le risque de marcher avec tout mon argent que j'ai travaillé, tous mes fonds. De 150 000, donc près de 750 000 francs CFA. Là où je suis entré au désert. Et puis quand nous arrivons maintenant, là il fallait qu'on arrive pour prendre notre convoi pour continuer en Libye. Là où nous dormons, on nous fait comprendre que la route n'est pas bonne. Nous avons passé 2 à 1 semaine sur place. Et puis ces gens que vous entendez comme pêchent, ce sont les copseurs. En général, on les appelle les copseurs. Ce sont parfois nos frères africains, soit les Guinéens, les Camerounais, particulièrement moi je pêche, je suis un Sierra Leonais. Et puis quand nous sommes allés en Libye, nous sommes arrivés en Libye, comme l'était dit, c'était qu'arriver en Libye, nous avons 2 jours au bord de la mer avant de traverser. Et puis quand vous entendez, on dit nous sommes au bord de la mer, ce n'est pas que nous avons des maisons qu'on a construites. Ce sont des tentes qui ont été construites par nous-mêmes. Parfois, ceux qui n'ont pas de tentes, vous êtes obligés de coucher sur les rochers. Et l'eau est près de vous. Et quand la marée se gâte, que la vague se gâte, vous attendez des bruits parfois. Les Arabes viennent parfois qui veulent venir vous kidnapper. Vous êtes obligés de fuir dans la nuit. Au moment qu'on devait me lancer, la marine a commencé à faire des problèmes puisque l'argent que l'Union européenne a financé, c'était une partie qui a eu à recevoir cet argent, d'autres parties n'ont pas reçu. Parce qu'en Libye, comme je vous dis, il n'y a pas de gouvernement. Chaque ville s'organise comme il veut. C'est ça. Donc si moi j'ai reçu, l'autre n'a pas reçu, le jour où je vois l'Odiac aller en route et que je n'ai pas reçu mon argent, je bloque cet Odiac. Moi, quand on m'a lancé pratiquement 2 fois. La première fois qu'on me lance, normalement on était supposé charger l'Odiac 150 personnes. On a chargé l'Odiac 250. Nous avons décollé, on a fait près de 30 minutes. L'eau a commencé à entrer dans notre Odiac. On a commencé à bagarrer, on dit que non, l'eau rentre. Mais le Libyen nous force aussi, dit que non, qu'on aille, ça va passer. Au fur et à mesure on partait, il y avait les escortes. C'est un de leurs frères libyens qui lui fait comprendre que non, cet Odiac, si ça part, ça va chavrer. Kassora, c'est ce qu'ils appellent Kassora. Bon, pour moi, je peux dire, c'est pas que parce que je connais la nage, parce que je ne peux pas connaître la nage dans la Méditerranée. C'est Dieu. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'eau, j'ai pu nager jusqu'à revenir du côté où on m'a lancé, parce qu'on n'était pas encore trop loin. Et le temps que maintenant l'Odiac tourne, moi j'étais déjà essoufflé parce que l'eau de la mer elle est vraiment salée. Et trop glacée. Dès que je sors de là, je commence à me gratter tout le corps. Pour finir, l'Odiac n'a pas continué. Ils sont revenus. On a déchargé un peu l'Odiac. On a enlevé quelques 50 personnes pour redire l'Odiac. Pour moi, je me disais peut-être que l'Odiac va repartir. On a voulu relancer l'Odiac, il n'y avait pas moyen. C'est pour ça qu'on demande de ressortir de l'Odiac. Nous-mêmes, nous avons porté notre Odiac, mettre à l'extérieur, que demain, on va repartir. Le lendemain, nous ne sommes pas repartis. Nous avons fait un sur place là encore 1 semaine avant de nous lancer pour la 2e fois. Quand on me lance pour la 2e fois, nous avons dépassé les côtes libyennes. Nous sommes arrivés jusqu'aux côtes tunisiennes. Côte tunisienne, on a dépassé, arrivé jusqu'à la ligne internationale. Mon 2e tour qu'on m'a lancé. On a commencé à voir les dauphins. Je ne vous parle pas, quelque chose que j'ai vu. C'était ma première fois de voir les dauphins. Je vois comment les dauphins sont en train de sauter dans l'eau. Nous sommes en train de nous diriger du sens qu'on doit partir. Dès qu'on arrive, parce que les corpseurs en général nous donnent souvent les téléphones. Quand à un certain niveau à la ligne internationale, on peut appeler la Croix-Rouge. Ils utilisent les Turaya, les téléphones qu'on ne peut pas tracer. On appelle donc la Croix-Rouge, on leur fait comprendre qu'ils sont à tel niveau. La Croix-Rouge nous dit qu'ils ne nous voient pas. On dit que mais nous sommes à tel niveau, ils disent que non. Ils ont vu qu'un sur l'Odiac. Ils ont commencé à prendre les gens sur l'Odiac pour les mettre dans le grand bateau, pour les amener en Italie. On va faire commencer, nous sommes derrière l'Odiac. Ils disent que bon, qu'on attend sur place.
Pendant que nous attendions, notre diacre a eu à éclater. Comme vous avez compris, demain, le frère disait, c'était la grâce de Dieu. Parce que les nouveaux zodiacs maintenant ne se pompent plus que c'est une seule valve pour tous les zodiacs. C'est-à-dire pour tout le zodiac. Donc maintenant, il y a plusieurs valves. Quand tu pompes, c'est par compartiment. Compartiment avant, quand ça a éclaté, les 2 gens qui étaient à l'intérieur sont tombés dans l'eau, c'est là qu'ils sont noyés. La panique a commencé une seule fois. Même celui qui avait arrêté la boussole, qui nous dirige le sens du bateau, la boussole est tombée dans l'eau. Donc on ne pouvait plus être repéré. C'est comme ça qu'on était déjà perdu. On a commencé à se chamailler, Et particulièrement, on voyage parfois avec les femmes. Parfois, il y a les femmes enceintes, il y a les bébés. Et comme ce sont les femmes qui sont assises parfois au milieu de l'Odiac, nous les hommes sommes assis au bord, un peu pied à l'extérieur, donc le pied est trempé dans l'eau, l'autre pied à l'extérieur. Donc le risque même que le poisson peut même te dévorer. Donc nous savons un peu ce qu'il y a comme risque. Notre objectif, le rêve, c'est d'aller en Europe. Donc nous connaissons un peu ce qu'on appelle les risques. C'est comme ça qu'on charge souvent avec les bidons de gasoil, le carburant. Et puis le carburant de la Libye, comme je vous dis, c'est un peu un carburant comme tout carburant du pays. Le carburant de la Libye est très brut. Quand ça se verse, il suffit seulement que ta paume de main le touche comme ça. Tu vois la peau quitter. Donc les femmes qui étaient assises à l'Odiac avec nous, quand on a commencé à se chamailler, les dents sont versées. Toutes ces femmes qui étaient assises là, les fesses ont été écorchées jusqu'au niveau des pieds. Toute la peau est quittée rouge. C'était vraiment pourri. Il fallait vraiment être courageux pour voir cela. Vraiment. Quand moi je vous parle comme ça, nous sommes très courageux parce que ça sont des histoires vraiment que quand on vous parle, on doit avoir les larmes aux yeux. Merci. Mais c'est parce que nous sommes... Merci à vous, monsieur Eric, vous êtes en France, vous êtes au téléphone, bienvenue. Bonsoir, vous êtes à l'antenne. Merci. Je voulais juste apporter quelques éclaircissements actuellement avec les rapatriés en Afrique. Croyez-moi qu'ils risquent d'avoir un problème très sérieux au niveau des rapatriés qui sont vraiment... on parle de ceux qui sont en Libye, mais on a oublié ceux qui sont actuellement au Liban. Et qui, moi qui voyage tous les jours, on en trouve les sœurs qui n'ont même pas, ça veut dire qu'elles sont maltraitées. Et vous imaginez qu'un Libanais peut prendre l'arme et mettre ça dans l'intérieur d'une femme parce qu'elle ne veut pas travailler. C'est vraiment désolant. Quand vous entendez mes frères camerounais du retour sont en train de vous dire ce qui se passe, un enfant de 9 ans, on donne à l'enfant de 9 ans l'arme de pointer ça sur la tête de sa mère. Et ces gens qui sont entrés au pays, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Parce qu'ils vont se rebeller demain et tomber sur les Arabes, Marocains, Algériens, tous ceux qui sont en prison, à Bonango, un peu de partout à Yaoundé. Au lieu, essayons un peu que l'État essaie de prendre charge de ces enfants. S'ils ne rentrent pas, ils vont se rebeller. Et en ce moment, nous, on est à l'extérieur. On regarde, on peut participer comme on peut. Moi, j'ai perdu ma soeur, je suis la même route. C'est pas parce qu'elle n'avait pas, mais parce qu'elle avait déjà demandé au moins 4 ou 5 fois le visa. Nous, on peut être peut-être à d'autres trucs, d'autres papiers aujourd'hui. Mais croyez-moi que si ces enfants qui sont rentrés de cette mère dont vous l'entendez là, moi j'étais à Lille, j'ai vu ce qui fait. Je suis parti de l'Angleterre pour récupérer ma soeur. Merci à vous. Donc je sais de quoi ces enfants-là sont en train de parler. Merci à vous. Croyez-moi que ça... Merci beaucoup, monsieur. Merci. On va recevoir à votre suite M. Bamba. M. Bamba, vous êtes en France. Bienvenue également. Ok. Je vous remercie. Je comprends à la douleur des frères qui sont sur le plateau. En même temps, je voudrais dire ceci. Vous savez, cette immigration, moi, je voudrais accuser un peu mes frères, parce que je vais vous faire des témoignages. Moi, je suis compatriote ivoirien. Alors, vous m'entendez? Bien sûr que nous vous écoutons, M. Bamba. Poursuivez, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Malheureusement, quelques difficultés avec M. Bamba. Okay. Donc, je peux être disant que je compatis à la douleur de mes jeunes frères et je vais vous donner un exemple très précis.
Moi, j'ai des amis qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont des fonctionnaires d'État. Certains gagnent jusqu'à 500 000 francs CFA, certains 400 000 francs. Mais ils m'appellent et me demandent que moi, je les aide à venir en Europe. Moi, je leur dis clairement, mais avec un salaire de 500 000 francs CFA, vous pouvez mieux vous organiser et puis heureux que nous qui vivons ici, parce que moi, je suis venu en tant qu'étudiant, mais je n'ai pas envie de rester ici, parce que la vie ici ne me plaît même pas. Les droits d'eau, c'est chez nous. Et aussi, j'accuse aussi certains de nos élites, comme par exemple nos frères footballeurs et artistes, qui ont réussi à se faire une plaque de l'air, mais qui ne pensent même pas à venir en aide à leurs frères. Ils peuvent créer des petites unités de production dans les différents pays. Je prends l'exemple de Samuel Petro-Fils. Ils peuvent créer une petite unité de production au Cameroun, une unité de production de vêtements, difficulté trop bas. Ils peuvent en faire autant et à Touré. Nous avons des artistes qui ont les moyens, qui peuvent aussi aider nos jeunes frères à créer des activités pour qu'ils puissent regarder sur place. Mais qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'il y a des drames dans les pays occidentaux, ils sont les premiers à faire les dons. Moi, je ne sais pas. Merci à vous. Merci à vous, M. Bamba. Merci à vous, M. Bamba. Il faudrait que les Africains contribuent davantage, surtout ceux qui ont les moyens à créer des opportunités dans leur pays pour leurs compatriotes. Ali Mohamed, vous êtes à Cotonou. Bienvenue. Le temps de retrouver donc Ali Mohamed. On va revenir sur le plateau. Monsieur Moukouri, avez-vous un dernier mot? Ouais, tout ce que je peux dire vraiment, c'est vraiment que notre président de la République est bon, de bonne moralité vraiment, qu'il puisse nous aider vraiment, qu'il nous vienne en aide. Parce que nous avons encore laissé nos frères en Libye. Et nous disons que c'est 3 000. Ces 3 000 que nous avons laissés, c'est ceux 3 000 que nous avons vus. Ils peuvent en avoir plus. Autour de... à Tripoli, non loin d'ailleurs de l'aéroport international de Tripoli. À Tripoli, mais nous ne vivons pas tous à Tripoli. Ce n'est pas une seule prison qu'il y a en Libye. Oui. Nous venons à Tripoli quand il s'agit de la déportation. Mais quand il n'est pas encore la déportation, vous vivez encore dans d'autres prisons, des Zabrat à Louane. C'est quand vous devez être déporté qu'on vous amène à Tripoli. Donc, si vraiment il peut vraiment nous aider vraiment, parce que nous sommes là vraiment, pour nous déjà, sur notre côte déjà, c'est déjà bon. Mais nous ne pouvons pas oublier nos frères qui sont derrière, parce que nous savons d'où nous sortons. Quand on vous parle vraiment, à chaque seconde, chaque tiers, il y a des morts en Libye. Nous avons nos soeurs, nous avons nos grandes soeurs, nous avons nos frères qui meurent chaque jour. Ne comptons pas dans les femmes enceintes qui accouchent en pleine prison, il n'y a pas de médecin. Elles se rendent compte qu'elles sont encore fessées sur l'enfant. Parfois, même pour couper même le cordon, ça se passe par nous. Le Libyen ne vous gère pas. Il s'en fout de vous. Il ne vous gère pas. Si vous mourrez, ils vont vous rendre compte à l'Union européenne, ils sont morts. Leur argent va toujours entrer. C'est ça. Merci à vous, M. Moukouri. Ludovic Biabino, plus d'1 million de personnes prises au piège. Et vous, Night of Peace, vous organisez bien sûr les retours de ces personnes-là dans leurs différents pays. Donc pouvez-vous, une fois de plus, nous préciser les contours de cette opération que vous avez engagée? Monsieur Guy Fondop, les contours de cette opération sont simplement de répondre à l'urgence du moment. L'urgence du moment qui est pratique et concrète. Nous avons au minimum 450 000 à 700 000, voire 1 million d'Africains à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons ici et maintenant, qui souffrent, qui sont enfermés dans des cheptels, qui sont traités comme du bétail, comme des moins que rien, qui sont violés, frustrés, froissés, dans leur intimité la plus profonde. L'association Night of Peace, dont le but principal est de lutter contre toute forme de radicalisation, agit pour dénicher déjà ces souches de radicalisation qui peuvent pousser, comme a dit un téléspectateur tout à l'heure, ces jeunes qui sont de retour à réagir de façon violente. Pour ce faire, il est nécessaire déjà d'aller récupérer les enfants qui sont, à l'heure où nous parlons, en train de souffrir le martyre. Nous avons mis donc sur pied cette opération Les Ailes de l'Espoir,
Sur notre site internet thenightofpeace.org, vous verrez qu'il y a des moyens de soutenir cette opération, que ce soit par virement bancaire, que ce soit par paiement par carte de crédit ou par des moyens mobiles, Orange Money, Mobile Money, MTN, par MTN aussi, pour soutenir l'action que nous menons, qui est une action vitale, Monsieur Guy Fondop. Il est impossible, il est difficile, voire impossible, d'écouter des témoignages aussi poignants, aussi puissants, et de rester insensible. Nous devons dire non à l'indifférence. Nous devons lever une barrière à cette indifférence. Que ce soit par sursaut d'orgueil pour cette race noire qui n'a que trop souffert depuis plus de 2000 ans. Il faut savoir que cette traite négrière, c'est la 3e version. La première version était une traite arabo-nubienne dont il faudra parler, dont il faudra traiter les séquelles qui sont pendantes. En Mauritanie, par exemple, où vous avez de nos jours des hommes qui traitent d'autres hommes comme des moins que rien, comme des délaissés de la société, les qualificatifs me manquent. La 2e traite négrière est celle qui s'est passée à partir des découvertes portugaises sur le golfe de Guinée et le trio germano-franco-britannique. Et nous en sommes à la 3e. Et nous disons non. En 2017, il n'est pas possible d'accepter sur notre continent, sur la terre de nos ancêtres, que de telles choses puissent se passer. Et l'association Night of Peace dit tout simplement qu'il est temps de passer des paroles à l'action, d'aller de façon concrète soutenir cette action-là pour ramener ici et maintenant nos enfants chez eux. Merci, voilà. Merci à vous, Ludovic Biabino. Aïnatou, vous revenez de cet enfer libyen et que s'est-il passé en Libye? Moi, je ne reviens pas de là, excusez-moi. Je veux vous dire bonsoir et oui, malheureusement, il y a eu erreur, oui. Nous vous écoutons. C'est mon frère qui est là-bas, mon grand frère aîné, qui se trouve encore là-bas. Je n'ai pas ses nouvelles depuis 2 semaines. Donc, il est parti d'ici pour l'aventure. On est orphelin depuis qu'on est tout petit, orphelin de mère et de père. Donc, ça n'a pas été facile pour nous, la vie n'a pas été facile pour nous. Un matin, il m'a dit qu'il voulait prendre la route pour aller se débrouiller pour nous deux. Moi, j'étais une serveuse quelque part, j'avais un peu des économies. J'ai dit, si ça peut marcher, pourquoi pas, vas-y. Je vais essayer de t'aider un peu, avec un peu de sous. Voilà qu'il a pris la route. Selon les informations, je me disais que c'était facile. Ça allait être plus facile. Et aujourd'hui, j'ai mal. Je souffre parce que je n'ai pas les nouvelles. Selon ce qui se passe par rapport aux autres qui sont là, et selon nos dernières conversations, c'est pas facile pour moi de parler parce que je suis pas à l'aise, je suis pas tranquille. Je sais pas comment faire, j'ai pas les nouvelles, je sais pas comment m'exprimer par rapport à la douleur. J'ai des photos de lui qui m'ont envoyé dans des situations où je sais pas si on peut faire quelque chose. Parce que là maintenant, je sais pas, la dernière fois qu'on a causé, il m'a fait comprendre qu'il était en Tripoli et qu'il était prêt à traverser. Et c'était comme ça. Ça fait 6 mois qu'il a pris la route, qu'il est là-bas. J'ai pas les nouvelles. À chaque fois, on faisait que me demander de l'argent. Il y avait des moments où on l'attrapait, on le menaçait, on demandait de l'argent. J'ai dû vider mon compte, un peu de sous que j'avais. J'ai tout dépensé, presque 2 millions que j'ai déjà dépensé. Parce qu'à chaque fois, il est menacé. Il est attrapé par les rebelles qui demandent de l'argent. Je fais l'effort, j'envoie par certains de nos frères africains. Parce que il n'y a pas moyen que l'argent entre là-bas. Il y a ceux dont on appelle des corpseurs, moi je ne les connais pas. Il te dit, ton frère est menacé, il est entre les mains des Libyens, il faut que tu débourses telle somme pour qu'on puisse le libérer. Donc,
Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles. Docteur? Mais nous assistons encore à un témoignage extrêmement blessant qui nous donne la mesure réelle de la douleur des familles qui sont affectées par ce phénomène. Et comme on n'a pas cessé de le dire depuis le début de l'émission, c'est aujourd'hui une question de dignité. C'est une question de solidarité. À mon sens, toutes les personnes qui dans leur fauteuil très à l'aise ce soir regardent à se dire que ces jeunes, c'est des idiots, n'ont rien compris au phénomène. À mon sens, plutôt que de les condamner, je les défie d'être solidaires et d'être généreux. Je les défie de, pour la première fois, contribuer à affirmer que l'Afrique n'est pas un continent de personnes qui n'ont pas de dignité. Nous avons encore, on vient d'écouter le témoignage de Rainatou, qui en fait, orpheline avec son frère, depuis leur tendre enfance, se trouve à s'appauvrir entièrement pour assister son frère, qui lui est victime de traite négrière en Libye. Autant nous avons été émotionnellement affectés, autant il faut se souvenir qu'il ne s'agit pas de Rainatou. Il s'agit de quelques milliers de familles ainsi affectées. Ce matin même, j'ai pu avoir 2 familles. Une dame qui n'a même pas pu avoir la décence d'avoir un entretien. Parce qu'aussitôt que vous parlez du phénomène, elle se met à fondre en larmes. Une autre dame dont les 2 enfants sont pris en esclavage en Libye, mais qui a en elle le sentiment que si elle vient à la télévision, on va tuer ses enfants. Les milliers de personnes qui se taisent ne doivent pas nous empêcher de prendre la mesure de ce phénomène. Les milliers de familles qui souffrent, c'est une douleur, une trop grande douleur, une douleur qu'on ne peut pas continuer à supporter. Après 300 ans de traite négrière, d'esclavage, pendant lesquels notre race a été traitée exactement comme n'importe quel, enfin, un peu moins bien qu'un cabot, parce que je ne connais nulle part sur terre où les chiens ont été maltraités autant que les humains, autant que les noirs. Je trouve qu'il est injuste pour les noirs aujourd'hui de laisser le frère de Rainatou continuer à souffrir. Je pense qu'il faille que tous puissent faire le minimum d'efforts pour qu'on résolve ce problème-ci. J'en appelle à notre dignité. J'en appelle à notre capacité à comprendre les problèmes qui frappent notre Afrique. C'est une chose de s'indigner tout le temps et dire les Africains sont toujours séparés, les Africains sont toujours divisés. Mais c'est criminel de ne pas participer à construire une Afrique unie. Il faut agir, Janvier Momo, il faut agir. Mais il faut agir à temps. Parce que à comprendre ce que ces enfants sont en train de nous dire, ça veut dire au niveau de Tripoli, c'est au niveau de Tripoli que vous recommencez à respirer l'air de la liberté. Donc, ceux qui sont entre le désert et les villes libyennes, leur situation est critique. Ça veut dire que s'il faut agir, il ne s'agit pas seulement de rapatrier, il s'agit de coaliser pour fouiller l'ensemble des centres de détention et de torture. Donc, il faut fouiller tout ce qui se passe en Libye. Et avec votre permission, Janvier Momo, nous avons Traoré qui est en Libye justement et qui nous retrouve avec peu de moyens. Traoré, merci de nous retrouver à l'antenne. Alors, bonsoir. Bonsoir Traoré, vous êtes en Libye, oui. Bienvenue. Je m'appelle Mo Traoré, je suis en Guinée. Je suis à Saba, en Libye. Nous vous écoutons, Traoré. C'est ce que nos amis sont en train de dire, tout c'est vérité. Moi, je viens, ça fait 1 année comme ça, je suis à Tripoli, à Saba.
J'ai fini mon travail. Mais moi-même, je ne peux pas parler, quoi. Parce qu'il y a tout ce que nous, on est ici, c'est pas facile. Ici, c'est divisé à Tripoli. Ici, il n'y a pas de gouvernement. Même le gouvernement ne peut pas venir à Saba ici. Il y a un quartier même qui s'appelle Abou Kafri. Quand tu vas là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont en prison là-bas. On nous frappe, même si tu veux marcher, on t'arrête, on dit, donne-moi votre téléphone, ou bien si tu bouges, on te tire. Il y a beaucoup de gens qui sont morts ici, à Saba ici. Tu vois, ça fait longtemps, même actuellement, on ne gagne pas notre parent en Guinée. Ça fait combien de mois? Moi, je ne peux pas appeler ma mère. Il peut m'appeler, mais moi, je ne peux pas l'appeler. Des fois, ils ont bloqué tout. Tu vois, mais que Dieu nous gagne, Jésus quand même. Si tu vois, moi, j'ai venu ici, j'ai fini mon travail. J'ai fini mon travail, je n'ai pas de soutien pour me faire l'atelier. J'ai profité de venir pour chercher pour que je puisse gagner l'atelier, quoi. C'est ça que nous, on est venus. Nous tous, on est venus, c'est pas la peur de partir à l'Italie. On est venus pour chercher notre quotidien. C'est ça que nous, on est fait ici, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison ici. Merci. Merci à vous. Traoré, merci à vous. Et nous revenons sur le plateau avant de repartir au standard avec vous, Aïnatou. Votre frère est donc parmi les 700 000 à 1 million de personnes qui sont dans cet enfer libyen. Et aujourd'hui, vous ne souhaitez qu'une seule chose, c'est de le voir revenir à la maison. C'est qu'on puisse les libérer. Pas que lui seulement. Tous les frères africains qui sont tous là-bas, qui sont menacés, qui sont tabassés. Ils ne sont pas partis parce qu'ils veulent. C'est parce qu'ils veulent aider leurs familles qui sont pauvres. C'est parce qu'ils veulent rêver. Ils veulent aider ceux qui sont derrière eux. Ils veulent aider leurs frères, leurs sœurs, leurs mamans. Donc je demande à ce que le gouvernement puisse faire quelque chose pour eux. Même si, parce que moi je me dis, je suis sûre qu'ils sont là-bas, ils n'ont pas de possibilité de se libérer. Ils ne peuvent pas marcher de là-bas à pied jusqu'ici. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas se sauver de là. Donc le gouvernement doit faire quelque chose et intervenir. Et je suis en train de demander qu'une seule chose, que mon frère me revienne, parce qu'il est la seule chose qui me reste. Je ne supporterai pas de continuer comme ça sans lui. Je préfère qu'il me revienne. Et s'il m'écoute, il n'a qu'à me faire signe parce que ça fait presque 3 semaines que je n'ai pas ses nouvelles. Il n'a pas je sais qu'il n'a pas de téléphone, il n'a rien, je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas où il est. J'aimerais qu'il puisse me faire, qu'il puisse me faire signe s'il est en train de m'écouter ou il y a des gens qui sont en train de me regarder, qui peut lui passer le message pour qu'il puisse me faire signe pour que je puisse avoir les nouvelles de lui. Merci à vous, Aïnatou. Nous vous souhaitons beaucoup de courage. Merci. Tout en espérant qu'une personne ayant vu votre frère pourrait permettre qu'au moins le contact soit rétabli pour que, en attendant bien sûr la solution qui pourrait lui permettre de retourner à la maison. Merci beaucoup. Ludovic Gabino, nous vous écoutons. Monsieur Guy Fondop a écouté mademoiselle Aïnatou. Il s'impose à nous une seule chose, et nous l'avons déjà dit, mais nous ne cesserons pas de le marteler. C'est l'urgence du moment. Pendant que nous causons, pendant que d'autres réfléchissent, pendant que d'autres sirotent un verre, ici et maintenant, il y en a qui meurent. Alors nous parlons en fonction de nos actions. La vie de son frère et de bien d'autres peut être hypothéquée. Nous disons que nous félicitons l'action de l'Union africaine. Nous félicitons l'action des différents gouvernements. Nous félicitons l'action du gouvernement camerounais. Mais nous constatons objectivement, en fonction des chiffres qu'eux-mêmes nous ont donnés, que c'est insuffisant. L'Union africaine nous annonce la possibilité de pouvoir rapatrier
d'ici 2018 entre 12 000 et 18 000 migrants. Nous parlons actuellement dans les camps de concentration de 700 000 à 1 million d'êtres humains. C'est pourquoi, je le répète, s'il vous plaît, à tous ceux qui sont capables d'avoir encore dans leur poitrine un cœur qui bat, de regarder à ces jeunes, à ces enfants qui ont entre 19 et 25 ans, de souvenir que c'est leur frère, leur fils, leur fille, leur sœur, d'accompagner l'action que nous menons pour que tous ensemble, cette opération que nous avons baptisée les ailes de l'espoir, c'est redonner de l'espoir à qui? À ceux-là qui n'en ont plus. Vous avez écouté le téléspectateur tout à l'heure qui est à Sabah, à l'heure où nous parlons. Peut-être qu'après cette émission, à Dieu ne plaise, il peut perdre la vie. Je ne sais pas si vous réalisez, M. Guy Fondop, à l'heure où nous parlons, ce téléspectateur qui vient d'appeler, qui est à Sabah, peut perdre la vie. Et nous prions que Dieu l'en préserve. Non pas seulement lui, mais tous ceux qui sont dans sa situation. Nous rappelons donc que l'association Les Chevaliers de la Paix mène cette opération. Sur le site de nightofpeace.org, vous verrez la possibilité de pouvoir nous accompagner. Je le disais tantôt que tous les moyens de paiement sont disponibles et je prie de ne négliger aucune somme. 5 francs, c'est quelque chose. Le président de l'association a rappelé tout à l'heure qu'avec une participation de 1000 francs, sachant que nous sommes 1 milliard d'Africains, nous serons capables de rapatrier en 2 semaines tous ces cheptels. Nous demandons donc aux Africains, aux Noirs, au gouvernement, mais aussi à tout homme qui a un cœur qui bat dans sa poitrine, d'accompagner cette action, de la soutenir et de nous aider à partir de ce week-end à aller chercher ces enfants et à les ramener chez eux, à les ramener dans des gouvernements, dans des pays qui peuvent les accueillir, comme la magnifique action qui a été proposée par le président Paul Kagame, et donc à permettre à cette association de pouvoir agir de façon concrète, non plus seulement dans des discours. Voyez-vous, nous sommes très forts en discours. Nous sommes très intelligents, très intellectuels, capables de toutes les virtuosités possibles. Mais l'heure n'en est pas là uniquement. L'heure est à poser des actions concrètes et aller rechercher ces enfants là où ils sont, de cesser les pleurs, de calmer les mères, les familles qui, éplorées actuellement, recherchent vivement leurs enfants, qui sont dans un état. Imaginez-vous, Guy Fondop, vous faites un enfant, il a 18 ans, vous le recherchez en 3 semaines, 1 mois, vous n'avez pas de ses nouvelles. Tout père qui entend ça, toute mère qui entend ça, est-ce que vous pouvez quantifier ou au minimum qualifier la douleur qu'elle ressent? Donc c'est concret, M. Guy Fondop. Light of Peace pose une action concrète. Accompagnez-nous, ramenons ces enfants tous ensemble et rehaussons la fierté de l'Afrique parce que nous en avons une. Nous avons une histoire suffisamment brillante et nous sommes capables de le faire par nous-mêmes. Night of Peace qui organise donc des charters, qui compte organiser très bientôt des charters pour permettre à ces personnes de revenir à la maison, mais ce sera bien sûr avec votre soutien, avec vos différentes contributions sur le site de l'association nightofpeace.org. On va recevoir à présent M. Adamou, qui également nous revient de Libye. Vous êtes rentré toujours dans cette vague du 21, un voyage qui a été organisé donc par l'Organisation internationale pour les migrants, mais également avec le concours du gouvernement camerounais. Que s'est-il passé en Libye? Je dis d'abord bonsoir et je remercie l'Afrique Média d'avoir nous invité ce soir. Vraiment, l'affaire de la Libye, vraiment, c'est vraiment l'enfer. Je ne saurais pas comment vous expliquer. Sinon, nous avons beaucoup souffert en Libye. Moi, en sortant du Cameroun, mon chemin c'était pour aller en Europe. Mais étant au Niger, on nous a détournés. Un monsieur appelé Mamo, un Ghanéen, nous a vendus chez les rebelles libyens. On nous a donc amenés en Libye, la première ville appelée Sabah, comme ce monsieur vous disait tout à l'heure, dans une prison appelée Ali Ghetto. Nous nous sommes retrouvés à Ali Ghetto.
là où on nous demandait de payer un rançon de 450 000. J'ai fait presque un mois à Liguito. On m'a beaucoup torturé. On me tapait 150 coups le matin, 150 coups le soir, 150 coups à midi. Parce qu'ils veulent que moi je dois payer de l'argent. Dieu merci. La famille a au moins fait quelque chose pour pouvoir payer les 450 000. Lorsque je suis sorti d'Ali Ghetto, j'ai payé le convoi pour aller à Zabrata. Nous sommes arrivés à Zabrata, on a fait presque 3 mois, 3 semaines au bord de l'eau. Dans les 3 mois, 3 semaines, nous avons beaucoup souffert là-bas, puisqu'il n'y avait pas à manger, rien du tout. Vous ne travaillez pas, vous êtes sur place. On nous a lancés. Nous sommes allés dans la mer, on a fait presque 24 heures. Les Asma Boys nous ont arrêtés, on nous a ramenés. C'est là où nous nous sommes retrouvés dans une prison appelée Agrian. C'est Agrian qu'on nous a fait sortir en disant qu'on devait nous faire rapatrier au Cameroun. On nous a ramenés donc à Tripoli. À Tripoli, on a fait presque 1 mois, 2 semaines. Quand nous avons trop souffert là-bas, c'est là où nous avons grévé, que nous ne voulons plus, qu'on ne nous donne plus rien, on ne veut même plus manger. Notre problème, c'est de rentrer chez nous, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait ici en Libye. Vous nous avez pris en disant que vous voulez nous faire partir chez nous. Jusqu'à aujourd'hui, on est là sur place. On ne mange pas, on ne vit pas bien, on ne dort pas bien. Et vous bastonnez sur nous chaque jour que Dieu a créé. Donc nous voulons rentrer chez nous. C'est là où, par la grâce de Dieu, nous nous sommes retrouvés et que nous se retrouvons au Cameroun ce jour-ci. Vraiment, nous sommes tellement contents. Parce que moi, je ne sais pas ce que je peux dire. C'est comme si c'était du rêve pour moi. Je ne savais pas qu'un jour, je pouvais encore me retrouver au Cameroun. Parce que nous avons perdu beaucoup de frères. Tellement beaucoup. Il y a les Camerounais là-bas. Il y a d'autres qui sont dans des maisons. Parce que les Arabes ont leurs maisons. Ils ont les prisons dans leurs maisons. Que la famille se dise qu'ils sont morts et pourtant ils ne sont pas morts. Ils sont dans des maisons. Les Arabes. Lorsqu'un Arabe construit sa maison, il fait la prison à l'intérieur de sa maison. Il y a les gars qu'on se dit qu'ils sont morts et pourtant ils sont vivants. Ils sont dans les maisons des Arabes. Mais il n'y a pas la possibilité de les retrouver. Donc vraiment, je prie beaucoup Dieu que le gouvernement camerounais fasse au moins quelque chose pour qu'on puisse retrouver ces gars. Pour qu'ils rentrent ici au Cameroun parce que vraiment, la Libye, c'est plus que l'enfer. C'est que nous sommes en train de parler, d'autres gens prennent ça comme des amusements parce qu'ils n'ont pas vu ça avec les yeux. S'il y avait les téléphones, c'est comme vous montre même sur les téléphones là, c'est rien. Ça c'est rien. Parce que les tortures qui sont là-bas vraiment, c'est pas ce que je peux dire. Vraiment c'est Dieu la force. Hein? Parce que si c'était pas la force de Dieu, c'est qu'on ne pouvait pas revenir ici au Cameroun. En vrai. Nous avons beaucoup souffert en Libye, tellement même. Merci beaucoup à vous, Monsieur Adamou. Dans quelques instants, nous allons donc voir des photos d'Aziz, le frère de Aïnatou, qui venait donc de s'exprimer ici sur ce plateau. Aziz, qui est donc en détention en Libye. On espère que quelqu'un pourrait le reconnaître et permettre à Aïnatou, pourquoi pas, d'avoir au moins des nouvelles de lui. Si vous êtes donc en Libye et si vous l'avez vu dernièrement, vous pouvez contacter d'ailleurs la rédaction de la télévision panafricaine ou le standard de la télévision panafricaine pour permettre que Aïnatou et également les autres membres de sa famille, également les Africains, qu'ils puissent avoir au moins des nouvelles de cet homme qui est disparu, parce que depuis 2 semaines, eh bien, il n'a pas envoyé de nouvelles. Il est très certainement pris au piège dans cet enfer libyen tel que nous sommes en train de l'évoquer sur ce plateau. Dans quelques instants, on sera sorti de cette édition spéciale. Avant de partir,
En une minute, très rapidement, Michel Aron, concrètement, les ailes de l'espoir, c'est pour quand le premier voyage? Concrètement, le premier voyage, c'est avant le 20 décembre, parce qu'il est question, nous nourrissons le rêve de permettre à des milliers de Camerounais, d'Africains, de pouvoir fêter Noël à la maison. Concrètement, le premier voyage et ceux qui vont suivre dépendent aussi fondamentalement de la générosité et de l'empathie des Africains qui écoutent et qui nous regardent actuellement. Concrètement, il s'agit pour chacun de nous d'allumer en nous une petite lueur d'espoir qui, ensemble, 1 milliard d'Africains, illumineront notre continent à jamais. Merci à vous, Michel Aron. Ludovic Biabino. Là maintenant, il est question de savoir quand est-ce que ce premier voyage aura lieu. Le docteur nous a dit que ce sera avant le 20. Comment est-ce que ça va se dérouler concrètement? Nous nourrissons déjà l'espoir que certains des rescapés que nous avons ici présents et bien d'autres que nous connaissons pourront nous y accompagner. Ils feront partie de parce qu'ils feront partie de la mission, parce qu'ils connaissent les routes, ils connaissent les chemins, ils connaissent les prisons inavouées, les prisons cachées, qui servent de cheptel à ce commerce indescriptible, voire diabolique. Les ailes de l'espoir, nous espérons que ces ailes de l'espoir permettront aux uns aux autres de pouvoir fêter la Noël chez eux et de pouvoir se retrouver en famille au plus vite. Merci à vous. Et donc exceptionnellement, on va donner la parole à un autre rescapé de cette crise libyenne. Merci de nous retrouver en une minute. Racontez-nous un peu votre histoire. Merci, monsieur. Merci d'abord à Afrique Média, tout ce qu'ils font pour nous, les migrants. Bon, il va me faire parler de ce qui se passe dans les prisons, surtout dans les prisons en Libye. Oui. Bon, lorsqu'on nous a kidnappés au bord de la mer, on nous a menés dans l'une des prisons les plus dangereuses, à Griad. Bon, ils nous ont torturés. Ils nous demandent les rançons de 1000 euros par personne. Peu sont ceux qui ont payé ces 1000 euros. Même ceux qui payent les 1000 euros, on ne les laisse pas. Bon, nous, on était obligés de se rebeller avec plusieurs nations. Les Guinéens, les Ivoiriens, les Nigériens. On s'est fâché une nuit, on a dit que bon, on va se rebeller, on va tout gâter. Oui. C'est une journaliste arabe qui est arrivée sur les lieux. Elle a intervenu, donc ses enfants, laissez-les s'exprimer. Sinon, ce qui se passe, que nous, la déportation, on ne peut pas nous déporter. Oui. C'est elle qui a intervenu pour nous. Elle nous a filmé. Le lendemain, elle a publié à la télévision ce qui se passe là. Qu'on puisse nous repérer comme ça. On devait être perdu en plein désert de la Libye. Oui. Le lendemain, maintenant, ils ont demandé d'attendre 7 jours. Oui. L'Union européenne est arrivée au lieu des prisons. C'est eux qui ont déportés pour nous amener à Tripoli. C'est même pas Tripoli, Tripoli Sud même, c'est pas Tripoli Centre. À Tripoli Sud, l'armée même qui est là-bas, ce sont tous les rebelles même. C'est pas l'armée même. Ce sont tous les rebelles. C'est ces rebelles-là. Ils nous torturaient, ils nous amènent dans un stade, dans un camp. Au stade-là, on dormait là-bas, il pleuvait sur nous, on était sur place. Chacun pour soi, tu cherches ta place, seulement tu dors. Les femmes sont là, à côté. Les femmes sont à côté, nous on est de l'autre côté. On dort sous la pluie, à l'air libre, le soleil sur nous. Le mois de l'automne, c'est l'automne. Le mois de l'automne, tu vois là-bas. Donc, début hiver, l'automne, le vent, rien que le vent, le soleil, on aspirait. Mais j'ai la tour là-dessus, les poumons sont touchés. Ils sont vraiment touchés. Le mois de l'hiver, maintenant, ils ont essayé de nous caser un peu dans les prisons, comme on voyait là. Nous servaient des macaronis, de ces nourritures qui n'ont pas de sens. Même. Merci à vous. Merci à vous pour ces témoignages. Voilà, merci à
Vous qui nous avez regardé depuis votre maison, rappelez que si vous souhaitez faire un don, vous allez sur le site de l'association Night of Peace, c'est thenightofpeace.org. Vous connectez donc sur le site et vous soutenez l'association pour qu'elle puisse accomplir donc ce projet d'aller chercher les Africains bloqués dans cet enfer libyen. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus. On se retrouve très vite sur les antennes de la télévision panafricaine.